L'AES, la famille. Je crois qu'on prend pas assez le temps d'applaudir le travail monumental qu'ils sont en train d'accomplir. Tiani, Goïta, Traoré. La vision qu'ils ont pour l'Afrique est une Afrique de paix, unie et prospère. Mais est-ce que vous saviez que cette Afrique qu'ils ont à l'esprit n'est pas un rêve? C'est une Afrique qui a déjà existé. Et je sais que la plupart d'entre nous ne sont pas au courant que cette Afrique a déjà existé, parce que l'école ne nous l'apprend pas. L'école ne sait remonter l'histoire de l'Afrique que jusqu'à la colonisation, et forcément, l'image du peuple noir n'est pas appréciable. Mais c'est important de savoir que cette Afrique unie a déjà existé. Pas pour ressasser inutilement le passé, mais pour bien comprendre que malgré le saccage de nos identités causées par les diverses invasions, il existe bien une identité propre à nous vers laquelle se tourner, qui de vous à moi a tout le mérite d'être exprimée à nouveau, si l'on se donne la peine de se décoloniser entièrement, se décoloniser sur tous les aspects touchés par les colonisations. Alors faisons un peu d'histoire parce que l'école ne le fera pas, bien que qui dit enseigner l'histoire, dit enseigner la vérité. L'explorateur Hassan El-Ouazan, plus connu sous le nom de Léon l'Africain, a visité l'Afrique ancestrale. Dans son livre Description de l'Afrique, tierce partie du monde, publié en 1556, les Noirs mènent une bonne vie. Ils sont de fidèles natures, faisant volontiers plaisir aux passants. Ils sont fort modestes et ont en grand honneur et révérence les hommes doctes et religieux, ayant meilleur temps que tout le reste des autres peuples lesquels demeurent en Afrique. Et plus loin, il rappelle une opinion courante à l'époque. Opinion que les dieux sont issus des Noirs. Les Noirs qui sont natifs du lieu se paragonnent à toute autre nation, tant pour le regard du bon air que pour la douceur, preudomie et bon accueil des habitants envers les étrangers, ce qui leur cause une singulière recommandation sur tout autre, de sorte que l'on croit que les dieux en sont issus. Et si vous remarquez bien, certaines qualités décrites ici caractérisent encore aujourd'hui le peuple noir. Et l'Afrique est trop belle pour ne pas alimenter ces qualités-là et tendre vers une unité. Gabriel Stedman, pourtant esclavagiste de la pire espèce, l'explorateur écossais dans son récit de voyage à Suriname a écrit ceci à la page 66. Les nègres sont portés d'une telle bienveillance les uns envers les autres qu'il est inutile de leur dire « Aimez votre prochain comme vous-même ». Le plus pauvre d'entre eux, s'il n'a qu'un œuf, le partagera avec tous ceux qui seront présents. L'abbé Grégoire, dans son ouvrage de la littérature des nègres publié en 1750, dit ceci à la page 160. J'ai oublié de dire, d'après Golbery, qu'en Afrique on ne voit pas un seul mendiant. Francis Moore, un explorateur anglais du XVIIIe siècle, dans son livre Voyage en Afrique publié en 1738, parle de l'Afrique noire d'avant les diverses colonisations. Il dit dans son introduction « Les Noirs, ils vivent en communauté, non pas de tyrans ni de personnes supérieures, et se soutiennent dans un état d'égalité basé sur la production naturelle du pays. L'ambition ou l'avarice ne les a jamais poussés dans d'autres pays étrangers pour soumettre ou tromper leurs voisins. Les Grecs et les Romains croyaient que là était le premier état de l'humanité qu'ils ont décrit comme l'âge d'or. L'âge d'or était l'époque où l'humanité était la plus pure et la plus heureuse. Il est très probable que cet état d'innocence qu'est la leur est la raison pour laquelle Homère disait que les dieux conversaient avec eux et leur rendaient visite chaque année pendant 12 jours. Et plus loin, il ajoute. Ils n'ont jamais fait la guerre. J'espère qu'on remarque tous que si cela avait été le témoignage de personnes noires d'époque, on aurait tout de suite parlé d'afrocentrisme. On aurait invalidé leur dire. Mais il s'agit là de témoignages de personnes occidentales et de personnes arabes d'époque. On peut donc parler d'objectivité, surtout parce que l'époque de ces témoins-là était une époque esclavagiste, le cœur des colonisations. Colonisation exercée par leur peuple d'origine. Je continue. Parce qu'il est important que l'on comprenne qu'il est possible de faire de la terre-mère une terre de paix, comme avant, si l'on s'en donne les moyens. Nos ancêtres n'étaient peut-être pas parfaits, mais ils nous laissent au moins un exemple fort de moralité que nous pouvons suivre et même décupler. Mais avons-nous le courage de le faire ou est-ce trop difficile pour nous? Ibn Battuta, un explorateur arabe, a visité l'Afrique de long en large et il a fait un compte-rendu de son voyage dans son livre « Voyage au Soudan ». Il dit à la page 33, « Parmi les belles qualités de cette population, nous citerons les suivantes. 1. Le petit nombre d'actes d'injustice que l'on y observe. Car les nègres sont de tous les peuples celui qui l'abhorre le plus, c'est-à-dire celui qui le déteste le plus. 2. La sûreté complète et générale dont on jouit dans tout le pays. Le voyageur, pas plus que l'homme sédentaire, n'a à craindre les brigands, ni les voleurs, ni les ravisseurs. En 2012, Margaret Sinclair, une chercheuse britannique, a publié une étude sur le regard que les Européens portaient sur les Noirs, et voici ce qu'elle dit en introduction. Une tradition perdue. Je rappelle que dans l'Antiquité, on appelait l'Éthiopie toute l'Afrique. Contrairement aux auteurs de la Renaissance, les Grecs considéraient l'Éthiopie et ses habitants avec admiration, à la fois comme un royaume éloigné et habité par un peuple remarquable.
En conséquence, la dégradation des Africains noirs qui résonne tout au long de la littérature de la Renaissance anglaise est rare dans l'Ancien Monde. Les anciens Grecs considéraient les Éthiopiens comme le meilleur peuple du monde et Homère, Hérédité, Échille, Ovide, Sénèque et autres auteurs anciens avaient de l'estime pour les Éthiopiens et autres noirs africains, remplissant souvent leurs œuvres de leurs actes et en les décrivant. Et s'ils remplissaient leurs œuvres de personnes noires, c'est parce que le peuple noir était tant respecté que sur une œuvre d'art, c'était une valeur ajoutée. Chez les Romains, le visage basané était une marque de vertu. La pâleur était une marque de mollesse et de volupté. Et au contraire, un visage noir et brûlé était regardé comme un signe de courage et de valeur. Et les témoignages sont par milliers, autant chez les témoins noirs d'époque que chez les témoins caucasiens d'époque. Mais vous comprenez pourquoi je préfère véhiculer ceux des caucasiens. Parce que malheureusement, le monde y accordera plus de foi. Bien sûr, ceci devra changer avec le temps, mais pour l'instant, on en est là. Quoi qu'il en soit, comme je disais, je ne peux pas citer tous les témoignages. Cependant, vous voyez que l'image négative du noir qu'on a sciemment infusée dans l'esprit collectif humain est irréaliste. Et surtout, elle n'est pas notre destination finale. Alors force à l'éveil des consciences, force à l'AES, qui poursuit le travail d'émancipation qu'ont commencé nos ancêtres, du moins ceux qui étaient du bon côté, les sacrifiés du peuple. On va réussir, je n'en doute pas une seconde. Vous savez, à la différence de nos premiers ancêtres, nous venons au monde à une époque où l'image du noir la plus populaire est négative. Et quand on n'a pas connu autre chose, dans notre perception, on a le sentiment que ça a toujours été comme ça. Beaucoup d'entre nous, parce qu'ils ne savent pas, avancent dans la vie avec cette image biaisée du noir, une image problématique pour leur évolution et pour leur confiance en eux. Beaucoup s'enferment dans la démarche constante de vouloir ressembler à l'autre, de se greffer aux coutumes et identités de l'autre, de vouloir secrètement ou inconsciemment plaire à l'autre pour acquérir un semblant de respect, de bonheur matériel qui au fond ne correspond pas à l'humain que nous sommes. Mais ceci peut changer, alors n'ayons pas peur de nous décoloniser sur tous les aspects greffés sur notre réelle identité. L'émancipation de l'Afrique et des Africains est comme un édifice où chacun d'entre nous doit apporter sa pierre. D'autres se focalisent sur l'aspect économique, d'autres sur l'aspect politique, et d'autres comme moi se focalisent sur l'aspect psychologique. On ne peut pas accomplir de grandes choses sans s'être d'abord accompli soi-même. Et pour s'accomplir soi-même, il faut d'abord se connaître, savoir d'où on vient, pour assurer où on va. Chacun d'entre nous, chacune des âmes qui forment notre peuple est porteur de notre tradition. Et chacun de ceux et celles qui n'exercent pas leur rôle est un tort pour la nation. Parce que c'est écrit dans les lignes invisibles du destin, par les droits éternels, nous retrouverons ce qui nous appartient de la manière dont le Créateur nous les a transmis. Alors conscientisons-nous et avec bienveillance, parce que le savoir est un bouclier contre la manipulation et le ciment du changement certain.